Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mardis, tous les mercredis et les vendredis, autant pour moi, à 20h00 heure du Cameroun. Donc voilà. Donc, si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc, on va commencer avec la première histoire. Bonjour la famille DMG, c'est le roi Arthur. Oui, je viens vous raconter une histoire qui s'est passée au village. J'ai une tante qui fait dans les affaires. Elle est une grande commerçante ici à Douala. Ma tante là est entrée dans des très mauvaises choses. Elle est entrée dans les choses compliquées en tant que commerçante. C'est comme ça que elle est quittée un jour, elle a acheté les pagnes. Les pagnes et certaines choses. Et elle a prêté une somme d'argent. Elle est allée au village avec. Elle a distribué ces pagnes à certaines femmes du village qui avaient des enfants. Elle a distribué et elle leur a donné de l'argent. Quand elle a donné de l'argent à ces femmes-là et tout et consorts, elle est rentrée sur Douala. C'est comme ça que après une semaine, il y a une de ces femmes-là qui sortait de chez elle pour aller au marché. En cours de route, elle tombe sur un monsieur. Le monsieur là lui demande que mais c'est comment madame? Elle dit que oui. Il dit que mais je vois vos pagnes 999 comme ça. Qui vous a donné les pagnes? Elle dit que hey, quelle pagne? Le monsieur lui fait comprendre que je vois que quelqu'un vous a donné les pagnes. Les pagnes sont neufs. Elle dit que oui. Qu'il y a sa camarade de classe qui est venu au village et leur a distribué les pagnes. Et avec une certaine somme d'argent, 50 000. C'est comme ça que le monsieur lui fait comprendre que tu vois ton premier fils là, celui qui est DJ là, c'est lui qui joue la musique là. La maman dit que oui. Le monsieur là lui dit, il doit mourir sans même être malade. Il dit qu'il doit mourir même sans avoir le palu. La maman dit que quoi? Le monsieur là lui a dit que les pagnes là et l'argent qu'on vous a donné là, c'est pour acheter. Elle venait comme ça acheter vos enfants avec. Elle venait comme ça acheter tout votre progéniture avec ça. Bon, c'est ça qu'elle est en train de mettre comme prétexte, comme devant, pour entrer dans votre famille, pour commencer à tuer vos enfants. Vous voyez les pagnes là et l'argent qu'elle est venue vous donner là. C'est comme ça un prétexte dans la sorcellerie pour que à chaque fois qu'elle va vouloir un enfant, elle met ça devant comme prétexte pour faire comprendre que j'ai acheté ces enfants là à leur maman. C'est comme ça que le monsieur là leur a dit que si vous êtes sage, allez remettre ce que cette dame là vous a donné. C'est comme ça que la maman avec d'autres femmes sont venues chez ma grand-mère remettre tout ce que ma tante leur avait donné. Argent, pain, tout et consort. Ces mamans du village là sont venues remettre. Ils ont versé tout ça chez ma grand-mère en disant que ma tante est une sorcière. Et c'est vrai, ma tante est vraiment une grande sorcière. Et c'est comme ça que ma tante fait pour tuer les gens. Et elle se promène soit dans les associations, les réunions. Elle fait comme si elle aidait les femmes.
mais elle profite de ça. Elle tue les enfants des femmes là derrière. Et elle est aussi dans les églises, dans la chorale des églises, parce qu'il y a plusieurs femmes dans les trucs de chorale qui ont perdu leurs enfants, mais ils ne savent pas qui est en train de massacrer leurs enfants derrière. Alors que c'est ma tante là qui s'est infiltrée dans les différentes organisations d'église et elle tue les enfants de ces femmes-là. C'est comme ça qu'elle vit. À chaque fois qu'on demande quelqu'un, elle sait qu'elle a mis ses chèvres quelque part, qu'elle a attaché. Quand on dit qu'on veut quelqu'un, elle part là-bas, elle prend. On dit qu'elle veut quelqu'un par là-bas. Soit c'est à l'église, soit c'est au village, soit c'est dans son entourage. Bon, elle essaie toujours de venir avec toujours des présents pour donner aux gens, pour faire comprendre qu'elle vous aime beaucoup. Mais elle se cache derrière ça pour faire le mal. C'est l'histoire de ma tante. Et c'est une très mauvaise personne. Elle aime s'entourer des gens. Elle aime toujours être au milieu des gens. Mais c'est le loup. Personne ne parle de Dieu plus qu'elle. Mais personne ne fait du mal comme elle. Elle est qu'à l'église. Elle est dans les associations. Parce qu'il y a des mamans à l'église qui portent souvent le blanc et chapeau blanc qui chantent dans les chorales là. Ma tante est dedans. Elle a déjà massacré les enfants des femmes là-bas. Grave seulement. Même certaines femmes même du groupe sont mortes, même eux ils ne savent pas ce qui se passe. Alors que c'est ma tante. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG. Comment vous allez? Ça va de mon côté? Bonjour, c'est moi, Madame Bibeke Jacqueline, la dame qui raconte toujours les histoires de son quartier, d'enfance et actuelle. J'ai une petite histoire que je vais raconter. Pour ceux qui ont été dans ce quartier pourront se rappeler de cette histoire. Bon, j'ai ma dernière fille que j'avais envoyée faire les courses en ville. Elle rentrait, elle a été agressée ici à Bonamoussadi, ici la boutique U, en plein jour à 11h DMG. Elle descendait du taxi, elles ont fait les courses avec sa soeur, elle a envoyé sa soeur s'avancer à la maison et elle est restée à U pour prendre du pain. C'est comme ça que le gars l'agresse, descend de la moto, elle descend carrément, il arrache son téléphone en lui montrant le flingue comme ça, en plein air. Ma fille a paniqué. Elle a regardé le gars comme ça, le gars a regardé comme ça en face, ça dit, un jeune, non, même monsieur, elle s'est dit que celui-ci me drague, un jeune, un beau garçon. Je dis, mais c'est comment? Je prends le gars a disparu, il est parti avec son jeu. Elle vient en pleurant. Elle me dit, maman, on a arraché mon téléphone, tout ça. Je dis, pourquoi? C'est qui? Il me dit, en plein jour, là, maintenant, là, on a pris mon téléphone. Mais j'ai remarqué, le gars, il n'avait même pas peur. Il me regardait. Je l'ai remarqué, il dit, ok, il faut te calmer. On a essayé de lui dire que pense. Elle dit que ce qui lui fait peur, c'est le flingue. Il est resté une semaine à la maison, il ne sortait plus. J'ai dit, non, calme-toi. Comme tu dis que tu as remarqué, le gars, allez, ça va. DMG. Pendant ce temps, on parlait toujours qu'il y a un gars ici à Bonamoussadi qui dérange. Il y a un gars ici, il se sent. Ganda, le gars, il était sûr de lui. Bon, il est parti voir, on racontait son histoire qu'il est parti voir Nganga pour le protéger. Donc pour lui, était qu'il est sûr de lui, il peut voler à toute heure qu'il veut, même si c'est la nuit, même si c'est le jour. On ne peut rien le faire, on ne peut même pas le voir. Même si tu lances même quoi, tu peux pas la voir. Et étant sûr de lui, le voilà qui continue à faire sa route. J'ai un gars, il s'habillait un beau garçon, il s'est mis en jean bien, bien parfumé, tu ne pouvais même pas imaginer que c'était un bandit. Le voilà qui vient pas loin de chez moi, entre Carrefour Masson et Santa Barbara, il y avait une petite buvette qui était là. Toujours à ces heures-là, elle était 9h comme ça, là, elle était vers 10h30. À une fille qui était à l'entrée et les gens buvaient. Ils voulaient arracher le sac de Orange Money de cette fille. Ils étaient peut-être à 4 comme ça. Hein. C'était lui, c'est lui qui était l'acteur. Le gars entre bien comme s'il voulait se la musique, il regarde la position. Il y avait un monsieur qui était assis là. Il s'est dit que bon, apparaît bon, qui peut faire quoi?
dès qu'il a pris la position, il dit seulement tout le monde au sol. Tout le monde au sol. Le monsieur qui était resté, il y avait un monsieur, un militaire qui avait son arme. Hein. Il était en civil. Les gens qui marchent souvent avec les flingues là, bon, les gens c'est toi être un policier gendarme, il n'était pas en tenue, il n'était pas en tenue, il était en civil, mais il avait son arme. Il s'est carrément mis, tous se sont mis en couché. Ils se sont couchés là bien. Dès que le monsieur a vu, il a regardé, bon, tous ceux ils connaissent, ils ont fait l'information. Le gars voulait seulement prendre, il a presque pris le sac, là seulement, le monsieur a seulement tourné son dos comme ça, il a envoyé, il ne savait pas d'où ça venait, hein. Il ne savait pas d'où ça venait, il ne savait pas qui a largué, mauve, le gars dit les qui comme ça, qui fait même ça. Ils ont commencé à tirer, lui, ils ont les flingues, les 4 ont le flingue, a commencé à tirer, le monsieur a visé ce gars, c'est lui qui avait le vrai. Quand le monsieur s'est tourné comme ça, il a visé seulement au cœur, c'est là, en croyant encore aussi sur la tête, il a dit que mais ici, il ne faut pas. Maman, on a entendu ça, je comprends que c'est comme ça que le cerveau s'éclate, comme si c'était la roue la roue d'une voiture qui a éclaté. On entend ça, tout le monde est taxé chez moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Maman, les gens sont sortis, le gars s'est éteint sur place, devant nous, ici, taf! Il s'est éteint là, jeté par terre. Le monsieur s'est levé, il s'est parti appeler 12e. Et dit, les gens en plein nez, en plein nez. Le monsieur ne savait pas qu'il n'a pas pu, où il devait disparaître, où il avait les trucs sur lui. On disait qu'il y avait les trucs sur lui, que tu mets le fusil, ça ne le prend pas, ou tu ne peux même pas réagir. C'est lui qui sait la magie qu'il avait faite. Il était en dessus de lui, un jeune garçon, beau, brun, baraqué, bien, un petit garçon, un jeune garçon. C'est là on sort en courant. Ma fille me dit, maman, voici le monsieur, le voici, c'est lui qui m'avait agressé, qui voulait me tirer. Je dis, ah bon, c'est lui. Il me dit, maman, c'est lui. Elle dit, dans lui, si on est là, vu que c'est ça, l'homme, ça dit qu'il va fuir. Maman, le genre était, tout le monde a vu. On a dit, on sert à quoi? Et après 2 heures, on a pris le corps. Elle dit, les gens qui étaient, c'est une histoire qui s'est passée il y a 3 ou 4 ans comme ça. Entre Santa Barbara et Carrefour Maçon, les gens qui étaient vont se rappeler de cette histoire. Donc vraiment, l'apparence ici. Maman, je ne sais pas ce que les enfants cherchent. Ne pensez pas que le marabout dépasse Dieu. Croyez en Dieu, ne croyez pas au marabout. Même si vous donnez quoi, c'est pour un temps, ça finit. Il était sûr que son mystique qu'il a fait, il pouvait arriver à vivre. C'est lui, on lui a donné ça pour un temps. Ça a expiré. Voilà qu'on l'a tué comme une poule. Donc, croyez en Dieu. Allez à l'église, croyez qu'en Dieu. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne le pouvoir, le vrai pouvoir qui n'a pas de retour. Quand il te donne pour tous. Vraiment, ce n'est que ce que je peux donner comme conseil pour cette histoire-là. Ne pas compter sur ce qu'on donne pour les marabouts. Le marabout est là pour faire du mal. Oui, tu vas tuer telle personne, tu mets. Sache que ce n'est pas bon. Ce que le Seigneur fait, lui il a le karma qui te rembourse sans même pouvoir te donner des gris-gris. Vraiment, le jeune garçon est parti comme ça. Ses parents ont même eu honte de venir chercher le corps, même de venir regarder parce qu'il n'était pas loin de là. Il était quelque part avec Otto. Je te dis. C'est pour ça que je voulais te raconter cette petite histoire que je me suis rappelée. Ouais, bye. C'est Madame Béki Jacqueline, celle qui raconte les histoires de son quartier. Bye. Tapoter. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille, à toute la communauté. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je viens avec une nouvelle histoire. D'ailleurs, abonnez-vous d'abord, likez, commentez et partagez. Aujourd'hui, je viens avec l'histoire d'une tante, parce que je raconte le plus souvent les histoires de mes propres histoires et les histoires de ma famille, donc ma mère, mes soeurs. Et aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'une tante. C'est une histoire que je me suis rappelée quand j'avais écouté une histoire similaire dans des MGTV. Je pense qu'il s'agissait du portefeuille magique. Voilà. Donc, je me suis rappelée de cette histoire, mais je n'avais pas le temps de la raconter. C'est une histoire que nous avons vécue lorsqu'on était petite. Nous étions encore à l'école primaire avec mes soeurs et une tante éloignée quand même, mais elle visitait souvent ma mère. Et cette tante-là avait un seul enfant, un enfant unique. C'était un garçon. Et son garçon était intelligent. Bon, d'après ce que nous pensions, il était intelligent.
Et il faisait toujours les bons résultats à l'école, il avait les bonnes notes, il était toujours premier de sa classe. Là, il était au lycée, donc ensuite, il était passé en terminale. Je pense qu'il avait moins de 18 ans, donc il était passé en terminale. Et en ce temps-là, je vais l'appeler, je vais lui donner un nom d'emprunt, Dimitri. Voilà. Donc, en ce temps, Dimitri avait conscience qu'il devait passer le bac. Il n'avait pas trop confiance en ses capacités. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Et donc, il avait commandé un bic magique. Je pense qu'il s'était mis en contact avec un papa béninois. Désolé, vraiment, c'est pas pour mal parler des béninois. Voilà, donc, c'est juste pour raconter l'histoire. Mais sinon, j'aime bien les béninois. J'aime mon amie qui est béninoise. Voilà, donc, il avait commandé un bic magique avec un papa béninois. Je ne sais pas comment il a fait pour se mettre en contact. Un garçon de moins de 18 ans. Et là, on parle là des années 2005-2006. Hein. Voilà. Donc, le papa là a fait le bic magique. Il a reçu son colis. Et c'est comme ça, le petit continue à travailler. Il travaille toujours. Et c'est toujours avec ce bic-là qu'il travaillait. C'est toujours avec ce bic qu'il travaillait. Il avait toujours la moyenne en terminale. Il avait des bonnes notes. Les 15, les 18, les 19. Vraiment, il était excellent. Et sa maman nécessitait toujours de venir parler, de dire à ma mère, ah, mon garçon, vraiment, j'ai fait un seul enfant. Maman, il me fait honneur. Il a des bonnes notes à l'école. Je suis fière de lui. Qu'il va avoir le bac. Là, je sais qu'après, il va devenir un grand type. Il va aller à l'université et tout et tout. On s'était contente. Ah, vraiment, l'enfant, vraiment, il va nous sortir de la misère. Oui, oh, oui, oh, ça, c'est celui-là que Dieu a envoyé pour nous sortir de la misère. Ils étaient là contentes. Et le petit, le petit c'était déjà le moment de passer le bac. Donc, il a passé le bac avec son bic magique, bien sûr. Il a passé le bac. Et pendant ce temps, je vais revenir sur l'histoire. Au début, donc, le monsieur béninois lui avait dit qu'à la fin de son bac, il va avoir son bac. Il sera parmi les premiers de son centre et à la fin du bac, il va devoir donner un sacrifice. Bon, il a dit que peut-être le sacrifice, c'est quand il faut envoyer l'argent, ou bien il faut peut-être payer un mouton, payer les poules blanches, je ne sais pas, des trucs comme ça. Or, bon, il ne savait pas que c'était un sacrifice humain qu'on devait lui demander, le sang humain et tout ça. C'est comme ça que il a fait le bac et pardon, je fais un peu la toux là, la grippe aussi. Il a fait le bac, il a passé le bac, il a eu son bac, vraiment d'office, avec une très bonne moyenne. On va dire quoi, avec mention excellent. Et sa maman était contente, la manière qu'elle avait jubilé, ma tante là. C'est des souvenirs d'enfance, vraiment, c'est une histoire que j'avais oubliée, mais je me suis rappelée. Elle avait jubilé, elle était contente. Oh, l'enfant a eu le bac, oh, l'enfant a eu le bac. Oh, ma mère était contente. L'enfant a eu le bac, l'enfant a eu le bac. Après ça, je pense que c'était un mois après le bac. Après, quand tu gagnes le bac ici au Gabon, après, il faut faire les papiers. Il faut réunir certains papiers pour aller déposer à l'agence de bourse, donc la NBG et tout ça. Donc, il était dans cette période-là de réunir ces documents pour déposer à l'agence de bourse. C'est en ce moment que le monsieur lui contacte. Et non, mon fils, voilà, je t'avais dit que quand tu vas avoir ton bac, il y aura un sacrifice. Et là, maintenant, les esprits demandent le sacrifice. Le jeune homme dit, Dimitri, mon cousin, l'a dit, oui, il n'y a pas de souci, je suis en train de m'apprêter, je cherche déjà même l'argent et tout ça. Oh non, mais quel argent? On ne parle pas d'argent. Quand je te parle de sacrifice, il dit, bon, je ne sais pas, le mouton ou la poule, je suis en train de combattre là pour l'argent de ça. Il dit que ce n'est pas ça. Ne te dérange pas pour l'argent. Ce n'est pas l'argent. Le sacrifice, c'est que c'est ta mère. Le jeune homme, il dit, non, mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être ma mère. Quand j'ai demandé le bic magique, c'est parce que je voulais gagner le bac et aller à l'université, ensuite devenir un grand quelqu'un, un grand type qui pourra prendre en charge sa mère. Elle m'a élevé seule. Mon père n'est plus. Et elle m'a élevé seule. Et donc, comment se fait-il que j'ai eu le bac, je vais avoir l'argent quand je vais peut-être travailler et ma mère ne sera pas là pour manger mon argent. Qui va manger mon argent? Il a dit non, je ne suis pas d'accord. Demandez-moi tout. Je vais payer les moutons, les cabris, tout ce que vous voulez. Même l'argent, je vais envoyer. Les poules, je vais envoyer. On l'a dit, c'est pas ça, c'est la mère. Soit tu donnes ta mère, soit tu deviens fou. Le gars a dit non, je ne vais pas donner ma mère. Je ne vais pas donner ma mère.
Donc, le monsieur a raccroché. C'était l'appel. Il n'y avait pas de WhatsApp à l'époque. Hein. On parle de 2005-2006. Donc, c'était appel normal. Le monsieur a raccroché. Donc, le petit devient, à la maison, il devient triste, mélancolique. Il ne parle plus. La mère, c'est comme tu as eu le bac. Les autres sont en train de jubiler pas dans les fêtes. Toi, tu ne pars pas. Tu préparais les papiers là pour déposer à l'agence de bourse. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh non, c'est pas ça. Ça va aller. Non, il n'y a rien. Je ne me sens pas bien. La mère ne voyait pas. Et j'ai oublié de dire, le monsieur l'avait dit, je te laisse 2 jours pour te décider. Donc, c'est pendant les 2 jours là qu'elle était triste. Je donne ma mère ou je deviens fou. Je donne ma mère ou je deviens fou. Au final, quand le monsieur l'appelle le deuxième jour, à la fin de la journée, le monsieur lui dit que c'est bon, tu as décidé quoi? Il dit, je n'ai pas donné ma mère. Le monsieur dit, ok, donc là, c'est bon. J'ai déjà compris. Je sais ce que je dois faire. C'est comme ça que le gars commence à tomber malade. Il tombe malade, il a la fièvre, la forte fièvre. Il délire un peu, vous voyez un peu les neuropalus là, quand c'est un truc comme ça, là, tu délires. Donc, il avait une forte fièvre. Et dans ce délire, il dit la vérité à sa mère. Non, maman, tu sais, hein, on m'a demandé de te sacrifier. J'ai dit, je ne vais pas te sacrifier. Tu es ma mère. Tu es la seule personne que j'ai dans ce monde-là. Si tu meurs, je vais rester avec qui? Qui c'est qui t'a demandé de me sacrifier? La mère a amené l'enfant. C'était une fervente chrétienne. Hein. Vraiment, elle priait beaucoup. Il a amené l'enfant à l'église. Arrivé à l'église, le pasteur a dit, on va prier pour toi. Dieu va te sortir de la situation. Il faudrait que tu nous dises ce qui se passe réellement. Il a commencé, mais en ce moment, la folie commençait déjà à rentrer en lui. Il a commencé à dire à la mère, voilà, je voulais le bic magique que j'ai commandé quand j'étais en première, à la fin de l'année première, machin, je voulais ça pour le bac parce que je voulais avoir le bac d'office, je voulais machin, je n'avais pas confiance en moi. Maintenant, le monsieur m'a envoyé, c'est un monsieur béninois, machin. Il a tout parlé, tout expliqué. Maintenant, là, comme j'ai gagné le bac, il m'a dit que je suis devenu le sacrifice. Moi, je pensais que le sacrifice, c'est donner, soit donner l'argent ou bien envoyer peut-être un sacrifice, un mouton, une poule, des choses comme ça. Mais après, il m'a dit, c'est pas ça, le sacrifice, c'est que je dois donner ma mère. Et moi, j'ai dit, je ne vais pas donner ma mère. Il m'a dit, si c'est comme ça, tu vas devenir fou. Donc là, les 2 jours sont passés. Il m'a appelé hier. Hier, j'ai répondu. Il m'a appelé tout à l'heure dans l'après-midi. J'ai répondu. Et il m'a dit que là, il connaît ce qu'il va faire. Donc, je ne sais pas. Je ne veux pas devenir fou. Il commençait comme ça. Je ne veux pas devenir fou. Je ne veux pas devenir fou. Allez. La femme commençait à se déshabiller. En plein dans l'église, il commençait à se déshabiller. Le pasteur appelle les membres. Attrapez le jeune homme. Il se déshabille. Vraiment, il avait une force surnaturelle. Il a dégagé tout le monde. Il est sorti en courant. Il s'est déshabillé. Il sortait avec les petites culottes que les hommes mettent souvent en bas des pantalons. Là. Il est sorti avec ça. Débardeur, chemise, tout il a jeté. La mère s'est jetée à tout, mon fils sort, mon fils sort, mon fils sort. Il a couru dans toute la ville. Maintenant, vu que nous on était des enfants, on était vraiment des petits enfants. Vraiment, je ne me rappelle plus de ce qui s'était passé par la suite. Mais ma mère m'avait dit qu'on l'avait retrouvé et on l'avait amené à Mélène, un hôpital psychiatrique ici, là où on traite un peu les gens qui ont des problèmes mentaux. Voilà, donc je ne sais pas vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais plus la suite. Parce que même sa mère aussi est décédée. Bon, elle est décédée quelques années plus tard, donc je ne sais pas ce que devient mon cousin en question. Ce qui est sûr, je suis sûr qu'il est décédé aussi, parce qu'on n'a plus jamais entendu parler de lui. Donc voilà un peu, vraiment c'est une histoire triste, même là j'ai envie de pleurer quand je raconte cette histoire. C'est vraiment triste, c'était le seul enfant de sa mère. Hein. Vraiment, il était enfant unique. Et tous ses espoirs étaient sur ses enfants. Et quand tout ça arrivé, vraiment, elle était brisée. Donc, vraiment, la morale que je dois donner ici, c'est que quand on veut souvent prendre des décisions, réfléchissons d'abord, pensons aussi à nos parents avant de faire. Le bac, c'est quoi? Le bac, il faut travailler. Il faut travailler, tu travailles et puis tu gagnes ton bac. Déjà qu'il y a 2 tours ici au Gabon, tu échoues le premier tour. Il y a le deuxième tour qui est là. Quand tu as à partir de 8-0-0, tu peux passer au deuxième tour. Donc, je ne sais pas pourquoi il était allé commander les babiques magiques. Et voilà, ça a éliminé toute une famille à cause de la fête des bics magiques. Donc voilà, merci et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aussi au grand frère qui a mis cette initiative de permettre à ces gens qui ont eu des moments tragiques de leur vie et qui viennent partager aussi pour pouvoir édifier
le monde pour montrer en fait à des personnes ce qui se passe dans le monde et de faire très attention. Donc je suis l'un de ces cas. Euh, Mon histoire vraiment, c'est, je ne peux pas dire que c'est plus grave que d'autres histoires où c'est moins grave. Donc c'est pour juste édifier certaines personnes qui pensent que la vie est toujours comme ils pensent. Vous voyez, déjà je me prénomme Abraham Foto. Je suis un Camerounais. Donc il y a de cela 3 ans aujourd'hui, j'avais pas de soucis, j'avais pas de problème. J'avais un studio d'enregistrement, puisqu'à la base je suis un artiste, j'avais un studio d'enregistrement et j'avais un salon de coiffure VIP. Jusqu'au jour où j'ai reçu l'appel d'un ami qui, j'ai reçu l'appel d'un ami qui, d'ailleurs, me faisait comprendre qu'il est au Nigeria et que grâce à Dieu, il a pu trouver un travail là-bas. Moi, je suis très content de lui parce que vraiment, c'est un ami avec qui j'ai fréquenté et qu'on partageait des bons moments ensemble, des joies, et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, j'ai dit, ok, mes félicitations, frère. Si tu as trouvé quelque chose à faire au Nigeria, c'est bien, vraiment, félicitations. Il m'a dit, ok, c'est que si c'est un pays plein d'opportunités, si il trouve quelque chose de plus mieux pour toi, moi, je vais te faire signe. Il dit, ok, frère, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que, après une semaine, il me revient, il me fait comprendre qu'il a trouvé quelque chose pour moi, en fait, un travail. Donc, je suis très content. Il dit, le travail, c'est quoi? Il me fait comprendre que, bon, ça dépend du domaine que j'ai fait. Bon, moi, j'ai arrêté l'école très tôt. Je n'ai même pas eu le BPC. Donc, je ne pense pas que je sois à la hauteur du travail que tu es en train de me présenter. Il m'a dit, non, c'est pas ça. Il suffit que tu fasses. Ça dépend, ça dépend. Il y a des trucs à faire ici pour toi. Même si c'est rien que gestionnaire de stock, il m'a cité euh, des tâches élémentaires là, que n'importe qui peut faire. Donc, comme agent d'entretien, ou gestionnaire de stock, ou rayonniste, un truc comme ça. Je sais pas combien. Le salaire, c'est combien? Il me parle de 350 000 francs à 400 000. Et que c'est ça qu'on peut bien au Nigeria. Il me dit oui. Puisque là-bas, il n'y a pas le franc CFA, il n'y a que le naira et le dollar, donc on paie en dollars. Donc la somme qu'il m'a donnée est équivalent à cette somme-là, 400 000 francs, parce qu'il m'a dit le salaire en dollars. Donc j'ai essayé d'évaluer, j'ai pas de somme de 350 et puis à 400 000. Et dit, waouh, ça c'est une opportunité vraiment ne pas rater. C'est donc comme ça que je me lance. Il dit filme ta carte d'identité recto verso et puis tu fais un bon CV de tout ce que tu as à faire dans ta vie et tout. Je fais, je l'envoie. Après, il dit qu'il faut rester. Ne t'inquiète pas, on va t'appeler pour te faire un entretien. Après une semaine, on m'appelle. Je vois un numéro étranger Nigeria avec le nom d'une entreprise UMS. Ils me font comprendre que oui, c'est vous comme ça. En fait, c'était un entretien qu'ils sont en train de nous faire, me poser certaines questions. Alors, j'ai passé l'entretien en ligne avec perfection. Après une semaine, il m'appelle, me dit que mon dossier a été confirmé. Alors, je dois être au Nigeria dans les brefs délais. Il m'a envoyé une fiche, on appelle ça quoi? Une lettre d'embauche avec tout précisé sur ça. La date à laquelle je devais me trouver au Nigeria. En fait, je me suis battu, j'ai tout fait pour être là avant cette date-là au Nigeria. Lorsque j'arrive au Nigeria, j'appelle mon ami, il fait comprendre qu'il est comme ça, je suis au Nigeria. Bon, viens me chercher. La voiture, après, je lui ai donné, en fait, je lui ai donné où je suis exactement. Le gars est venu avec une voiture, il a garé. Il voit mon ami sortir. C'est une Hyundai. Oui. Il y avait 3 personnes à l'intérieur, donc 4 personnes. 2 personnes plus mon ami et le chauffeur. C'était 4 personnes. Il dit, ah, c'est la voiture de l'entreprise. Mon ami avait terriblement maigri. Je ne le reconnaissais plus. J'étais dépassé. J'ai même posé la question, même dépassé. C'est pour ça que j'aime de la voiture. Et on roule. Je dis que bon, c'est comment? Ça fait vraiment longtemps. Pourquoi tu. C'est quoi? Au cours de la route, je pose des questions.
Il était un peu sceptique. Tu comprends un peu? Il était un peu bizarre et tout. Il ne pas trop parler. Bon, il dit, ah, ok, il ne faut pas que je l'engasse aussi. On roule ce qu'on arrive d'un endroit où on commence à entrer dans la brousse. Il était un truc d'environ 17 heures. Je dis que, mais attends, ceux-ci là, je viens pour me répondre à la question, mon ami, que tu m'amènes où? Vous m'amenez où? Et ces gens-même, ce sont même qui? Quand il me dit que, bro, tu vas savoir plus tard, pour le moment, laisse-toi seulement aller. Et quand mon ami m'a dit ça, j'ai compris que là maintenant, ça ne va plus. Je suis pris dans un groupe de terroristes, des arnaqueurs, je ne sais pas quoi. Je me suis tout dit à ce moment-là. Ils savaient que comme par exemple, me tuer. Lorsqu'on arrive quelque part, ils me font descendre. Il y avait un très grand camp. Directement me dépouille. J'avais 900 000 sur moi. Le gars me prend mes 900 000 et dit que, mais explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. L'un d'eux sort, il me dit que si je continue à les agresser, il va me mettre le couteau dans la gauche. J'étais dépassé de la situation. C'est pour ça qu'il confisque mon téléphone. Après peut-être 10 à 15 minutes, on va me prendre la vidéo de l'entraînement ici, même maintenant dans le camp même. J'ai vu des Camerounais, mes frères. Près de 1000 Camerounais dans un camp, séquestrés. On les maltraite, mon Dieu. Tous étaient maigres. D'autres même quand tu les vois, c'est comme si peut-être le lendemain ne doit même pas leur atteindre. J'étais frustré, mon Dieu. J'ai dit donc c'est comme ça que ça se passe ici au Nigeria. J'étais dépassé. J'avais les frictions. Et ils étaient au courant de toute ma vie parce que quand j'avais dit à mon ami que non, j'ai un studio d'enregistrement, j'ai un salon de coiffure. Donc il paraît quand je lui disais remonter. En fait, on l'utilisait on l'utilisait pour me parler en fait. C'était même pas de lui. C'est là-bas qu'il a tout compris. C'est donc comme ça que on dit ton salon de coiffure que tu as, ton studio d'enregistrement là, tu dois vendre tout ça et envoyer l'argent. C'est pour ça que j'ai voulu durcir. Les gars m'ont tapé, jusqu'à c'est déjà appelé au Cameroun. Qu'on vende les choses. On a vendu mon salon de coiffure, mon studio. En fait, tout ce qu'on a vendu, c'était à peu près 2 millions de poussières. Jusqu'à j'ai cédé. C'est donc comme ça que, comme je disais, plus de 2 millions. On leur envoie dans leur compte. Ils ont commencé à arnaquer mes contacts. Me faire passer comme si c'était moi qui les écrivais. Donc, ils ont utilisé mon téléphone écrit pour demander l'argent à mes contacts. Ils ont arnaqué dans mon téléphone beaucoup de personnes. Et ce qui est marrant, c'est que ces personnes se sont dit que c'est moi qui est en train de vouloir les arnaquer. C'était terrible. On vous bastonne chaque jour. À manger, on vous donne presque pas. Vous mangez peut-être 2 fois manger par jour. Vous mangez 1 fois par jour. Le couscous avec, c'est pas le type de sauce là que je connais même pas. D'autres Camerounais sont là-bas malades. C'est où on prend même certaines personnes, quand on voit que vous êtes un mourant, on prend pas avec vous. Ou on fait qu'avec vous, je ne connais pas. Mais on attendait aussi comme ça, quand on partait les tuer. Et mon Dieu, c'était terrible. C'était terrible. Un matin, je me suis levé comme ça. On a tapé quelqu'un comme ça. Il dit que mort à 6 heures, tout le monde se lève. Le cadavre était là. Après, on prend le plastique, on la roule, un gros plastique, on la roule à l'intérieur, on part le cadavre. C'était désastreux. C'était la magie. Les femmes, les hommes séquestrés dans cet endroit. J'ai vu de tout avec mes yeux. On tape quelqu'un, c'est que le sang coule partout sur lui, au point de mourir. Mon Dieu.
Je n'ai pas passé une journée au Nigeria à ce moment, ça pleurer. J'ai fait 3 ans là-bas. Il y a des mauvaises choses qui se passent dehors que certaines personnes doivent savoir. Je fais ce message pour que plusieurs personnes, si vos enfants, vous faites comprendre qu'ils veulent voyager pour le Nigeria. Il y a le Nigeria, le Ghana, il y a le Burkina Faso, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali. Il y a plusieurs pays. N'acceptez pas cela, s'il vous plaît. N'acceptez pas cela. C'est un piège. D'autre part, ils meurent. Il faut beaucoup de chance pour partir et revenir. Même si c'est vos frères, vos soeurs, vos grands frères, vos petits frères, vos enfants qui veulent aller dans l'un de ces pays-là pour dire que non, j'ai un ami qui m'a appelé pour le travail, j'ai un frère, j'ai un cousin, même si c'est ton frère de même sang, même père, même mère, qui te demande de venir au Nigeria, s'il vous plaît, faites très attention. Dans ces pays-là, il y a un trafic d'organes, une arnaque, une organisation bien structurée, je vous assure. Et ils sont même en connivence avec même la police. Parce que le jour où je décide de m'échapper, j'ai pris une décision. En fait, je me suis dit que soit je meurs, soit je réussis. Parce que la vie pour moi n'avait même plus de sens. Ça ne valait même plus la peine que je puisse vivre. Donc mieux, je tente ma chance, je tente mon coup de m'échapper, mieux je meurs. Alors je calculais une nuit. Je les ai observés bien longtemps. Ils viennent à minuit, ils ferment les portes et partent se coucher. Mais je ne connaissais pas où ils gardaient les clés. Jusqu'au jour où je suis resté éveillé longtemps. Je leur ai vu, ils sont venus. J'étais 3 gardiens. Les deux sont entrés. Le troisième est entré, il a fermé la porte. Le portail, en fait, il est parti par derrière pour mettre la clé en bas d'un papin. Derrière la maison, j'ai observé. À 2 heures, tandis que tout le monde dort. C'est comme ça que je pars. Je récupère la clé. Je récupère mon téléphone. Parce qu'ils avaient un endroit où ils mettaient le téléphone. C'est là que je pars, je récupère mon téléphone. Voilà, je disais tantôt que je l'ai observé. Je suis parti en fait. Quand tout le monde dormait aux environs de 2 heures, j'ai pris la clé. Je suis venu, j'ai pris mon téléphone. Et il y avait une fille que j'ai trouvée là-bas. Cette fille me faisait terriblement pitié. Elle était devenue, c'est vrai, je n'ai pas connu son corps d'avant, mais de toute façon, je le voyais, c'est une femme, c'était une fille qui avait énormément perdu du poids. Parce que quand tu vois, tu sentais que ce n'est pas son corps. C'était que les os que tu voyais. Elle pleurait chaque jour. Chaque jour qui passe, elle pleure. Chaque jour qui passe, elle pleure. Donc, c'est comme si elle attendait seulement que la mort. Moi-même d'ailleurs, j'avais maigri, terriblement maigri. J'avais maigri. C'est où quelque chose me demande d'aller prendre cette fille et de partir avec elle. Je suis parti, j'ai réveillé cette fille, je lui ai expliqué comment on parle là. Parce que moi, je ne sais pas si je vais réussir à m'en sortir. Donc quoi, je sais que si je ne réussis pas, soit il va me tuer. Donc c'est une décision que je suis en train de prendre. Si tu vois que tu peux accepter, on part. La fille aussi, elle accepte. C'est donc comme ça que on prend la fuite, j'ouvre le portail avec douceur. On se met à courir. Jusqu'à qu'on arrive au goudron où on rencontre un poste de police. Lorsqu'on rencontre un poste de police, moi je m'en vais, je leur explique le problème. C'est que nous sommes en train de vivre. Le bon monsieur me fait comprendre que, ok, patience, je vais appeler mes supérieurs. On va vous prendre et puis on va vous amener quelque part d'abord pour vous protéger et puis on va continuer, on va voir la suite. Il traverse l'autre côté de la route pour aller appeler. Il dit, mais quand quelqu'un veut vous aider, mais il va appeler discrètement, c'est pas possible. C'est où je dis avec la fille que nous devons nous sauver, nous devons courir. C'est pour ça qu'on se met à courir, on court. Le gars reste là, tu peux faire. Et même courir, en fait, il était dépassé que maintenant, là, si même c'est quoi, il court même quoi. Je suis même sûr qu'à ce moment-là, s'il avait même l'âme sur lui, peut-être qu'il allait tirer même sur nous. Mais Dieu merci, il n'avait pas d'âme. On s'est mis à courir jusqu'à qu'on est arrivé au niveau de l'échangeur. Je ne sais pas le nom de ce que c'était un échangeur.
nous sommes restés en bas, nous sommes restés dans le tunnel. Il était environ peut-être 3 heures quelque chose. Nous sommes restés là-bas peut-être jusqu'à 5 heures dans le tunnel, là, jusqu'à 5 heures pour se cacher. 5 heures, 6 heures. Quand les gens commencent à sortir, on a marché, on a vu un grand poste de commissariat. Ça pas c'était la gendarmerie nationale, c'était quoi, je ne sais pas trop, mais c'est que c'était quand même la police. C'est où j'arrive, j'explique le problème. J'étais étonné, je dis que mais nous ne connaissons pas ça. Moi, je dis que, ah, ok, c'est donc ça qu'on a subi. Ils nous font comprendre que, bon, ok, patientez. Il y a une voiture qui va venir vous prendre pour vous amener au camp de refuge. Là-bas, on va voir comment on fait pour vous transférer au Cameroun. Et on va voir la suite après. C'est pour ça que la voiture vient nous prendre. Ça nous amène dans un camp de refuge. Moi et la fille, nous sommes restés là-bas. Le lendemain, donc, comme au Niger, il y a certaines personnes qui viennent souvent. Il y a les gens qui ont l'argent là, qui viennent dans les camps de refuge. Nous de partager de l'argent et la nourriture à ceux qui n'ont pas, oui, pour soutenir un peu ces étrangers-là en fait, ce qui sont au cas de refuge, c'est comme ça qu'ils font là-bas. Il y a une dame qui est venue s'approcher, cette fille qui pleurait là, la fille avec qui je suis sorti. Elle dit, mais tu pleures quoi? La fille dit, même répondre, la fille ne veut pas répondre, elle ne fait que pleurer. C'est pour la femme demande, mais qui avait cette fille? C'est où je dis, non, c'est moi. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expliqué à la femme c'est qui, c'est qu'on a traversé. Elle était étonnée. Elle dit que mais vous n'êtes pas la seule personne qui me raconte ça. C'est de trop aussi au Nigeria. L'État va considérer ça, elle s'est laissée fâchée. Bon, en fin de compte, elle a sorti 100 000 naira. Nous donner. Et nous fait comprendre que voilà cet argent, je ne sais pas comment elle le faire, mais ça peut vous soutenir. Le temps qu'on vous rapatrie, on vous envoie au Cameroun. Je me suis resté là-bas parce que j'ai couru avec certains Camerounais, m'ont dit que ça fait 3 mois qu'ils sont là-bas, ils attendent aussi qu'on les amène au Cameroun. Ça fait 4 mois. Moi, ils disent, mais comment rester comme ça? C'est où, avec mes amis, moi je suis parti, je dis non, je préfère sortir, me battre et trouver comment moi-même faire pour rentrer au Cameroun. Là, on dit que ok, mais fais seulement très attention, je sortir de la fille. J'ai réfléchi que bon, pourquoi pas descendre du côté d'Abuja pour recommencer une vie zéro. Sauf je descends avec les filles parce que j'avais ça maintenant, je savais la fille. On s'est mis à supplier les endroits où on peut rester. Il y a une femme là qui faisait le restaurant qui a accepté héberger la fille avec qui j'étais. Donc elle travaille avec la femme là au restaurant. Moi je dormais. Le matin, moi je sortais pour aller trouver ce que je pouvais faire. Je me suis retrouvé en train de faire les chantiers au Nigeria. J'ai travaillé près de 5 mois parce qu'il fallait près de 300 000 naira, 400 000 naira pour que nous rentrions au Cameroun. Parce que 400 000 naira, c'est de 180 000 au Cameroun. 480 000 francs au Cameroun. Avec travail, avec la fille, nous sommes unis. On a pu avoir 400 000 francs. C'est comme ça que on a fait près de 5 mois à Abuja. Et nous sommes rentrés au Cameroun. C'est comme ça qu'on fait pour rentrer au Cameroun, pour la grâce de Dieu. Vraiment, faisons très attention. Je vous assure. Faisons très attention. Le monde est mauvais. Il y a des jeunes comme ça qui laissent leur famille, qui partent là-bas, et puis ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus jamais. Soit on leur a tué pour vendre leurs organes. Je vous assure, je suis rentré, je suis libre par la grâce de Dieu. Même s'il faut que je recommence ma vie à zéro, je n'ai pas le choix. Ça fait 1 mois que je suis là. Je suis en train de voir comment je vais recommencer ma vie à zéro. Pourtant, moi, j'étais quand même à un bon niveau. Il y a cela 3 ans. Et plusieurs jeunes tombent dans des situations comme ça. Vraiment, prenez la peine d'écouter ce voice. Ça peut vous aider. Ces enfants-là, ces jeunes-là, ces personnes qui disent qu'ils partent non au Nigeria ou n'importe quel pays pour le travail, pour le canal de leur ami et ainsi de suite. Faites très attention, s'il vous plaît. Donc, c'est un peu le message que vraiment je voulais passer, ce qui m'est arrivé, que je voulais passer, que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup, vraiment. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Oui, bonjour la famille DMG, c'est le roi Arthur. Oui, je viens vous raconter une histoire qui s'est passée avec ma tante, dont la petite sœur de ma maman.
Oui, la petite soeur de ma maman sortait avec un monsieur. Le monsieur était un menuisier. Il avait une grande aciérie où on rabote les bois, on fait les portes et tout et confort. Bon, le monsieur avait mis la main dans des choses qui n'étaient pas bien, des choses très compliquées. Et il avait prévu de vendre ma tante. C'est comme ça. C'est comme ça un jour, il y a une camarade de ma grand-mère qui est venue à la maison. Elle a demandé qu'elle aimerait se faire consulter. C'est comme ça que ma grand-mère l'a amené chez son traitant. Quand ma grand-mère arrive donc chez son traitant, le traitant lui fait comprendre que, madame, je vois une femme qui a fait des jumeaux et on me fait comprendre que c'est ta fille. Elle doit mourir quand même d'être malade. Il y a l'esprit de mort qui rôde sur elle et qui est en train de vouloir l'emporter. Il dit à ma grand-mère ici que chez toi, il y a un grand arbre, qu'une branche s'est arrachée sur cet arbre-là. Ma grand-mère dit que oui, que ça ne fait pas une semaine. Il y a eu une forte pluie et cette pluie-là a arraché la branche d'un arbre presque devant ma cour. C'est comme ça que le traitant lui fait comprendre que cet arbre-là, dont la branche s'est arrachée, est comme ça en train d'annoncer la mort de ta fille. La maman dit que, mais je vais donc faire donc comment. Le traitant lui fait comprendre qu'il faut que tu donnes 10 000 pour que j'essaie de travailler pour bloquer ça. C'est comme ça que la maman court à la maison. La grand-mère court à la maison, elle va prendre 10 000, elle vient donner au traitant. Le traitant travaille. Quand le traitant travaille, ma mère a rêvé dans la nuit. Elle était sur... Il y avait un rang. Elle a vu quelqu'un qui a arrêté sa main, mais elle n'arrivait pas à voir le visage de la personne. Il y avait plusieurs femmes avec plusieurs personnes qui arrêtaient leurs mains. Et eux, ils s'avançaient auprès d'un guichet. C'est comme ça que quand ils arrivaient à côté du guichet, ceux qui tenaient les mains de cette femme-là écrivaient le nom de cette femme-là sur un registre, sur un cahier. C'est comme ça que c'est arrivé autour de ma mère avec la personne qui tenait sa main, la personne dont elle ne voit même pas le visage. Le monsieur essaie d'écrire son nom sur le registre, mais le bic ne coule pas. Il essaie d'écrire son nom, le bic ne coule pas. Il essaie d'écrire son nom, le bic ne coule pas. C'est comme ça que celui qui était au guichet essaie de leur faire comprendre que attendez d'abord à côté, que parlez d'abord bien sur la tête de la fille, sur la tête de la femme. Il y a quelque chose qui est en train de le bloquer. C'est comme ça qu'il se met encore à côté. Il parle sur la tête de ma tante, il parle sur la tête de ma tante, il parle sur la tête de ma tante. C'est comme ça qu'on est en train d'enregistrer le nom de d'autres personnes. Maintenant, quand le rang est fini, il dit maintenant que revenez encore. C'est comme ça que le monsieur revient. Il parle sur la tête de ma tante, il parle sur la tête de ma tante. Il prend le bic donc pour écrire encore son nom dans le registre. Le bic ne coule pas. C'est comme ça qu'il reste comme ça, il regarde ma tante, il pousse ma tante violemment. Ma tante suffoque. Elle voit qu'elle est en train de dormir. Elle dit que c'est qu'elle reste pas qu'elle l'a vu. Et c'est comme ça que le lendemain, après peut-être 3 jours, elle rêve comment la personne qui a arrêté sa main, on était en train de juger la personne. Elle rêve qu'elle se voit dans un tribunal. Elle voit quelqu'un qu'on a mis sur le banc des accusés, on est en train de le juger. On le fait comprendre que ça fait il y a 2 personnes qui viennent avec comme ça, on écrit le nom de... il essaie d'écrire le nom de passeport. Il dit que il avait tout fait, que tout était propre. On le fait comprendre que mais on t'a appris, on t'a montré comment on prend quelqu'un. Jusqu'à ce que quand tu prends quelqu'un, tu sais que tu as pris quelqu'un. Mais comment tu dis que tu as pris quelqu'un alors que tu n'as pas pris?
jusqu'à ce que tu viennes écrire son nom. Il dit que non, il a pris la personne, qu'il sait qu'il a pris la personne. Mais on dit que mais comment son nom ne sort pas alors? Il dit qu'il ne sait pas. On le fait comprendre que si tu avais vraiment pris la personne, son nom devait sortir dans le registre. Comment tu écris son nom, ça ne sort pas. Il dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Alors que c'est ma grand-mère qui avait travaillé pour bloquer, pour faire en sorte que le nom de sa fille ne sorte pas dans le registre. Parce qu'on l'avait dit que ma tante devait mourir de manière soudaine. C'est comme ça qu'on demande le monsieur demande qu'on lui donne encore du temps qu'il cherche une autre personne. C'est où on le fait comprendre que non, on t'a donné 2 chances. On t'a donné, tu es venu avec la première personne, ça n'a pas marché. Tout voilà qu'il y avait la deuxième personne, ça ne marche pas. C'est où on le gronde. C'est comment tu essaies de nous tenter seulement. On t'a montré comment faire. Hein? Et tu n'es plus un novice. Tu n'es pas quelqu'un qu'on apprend encore à comment prendre quelqu'un. Tu es quelqu'un qui connaît déjà. Tu connais comment ça se passe ici. Hein? Comment tu dis que tu as pris quelqu'un alors que tu n'as pas pris? Il fait justifier par plus de moyens qu'il avait pris, mais il ne sait pas ce qui se passe. Et c'est comme ça, après quelques jours, le monsieur dont ma tante sortait est mort de manière mystérieuse. Et puis, on a fait le deuil et puis, ça s'est passé. Bon, c'est l'histoire qui est en train de vouloir vous raconter que méfiez-vous des personnes avec qui vous sortez, qui vous font comprendre que non, ils sont là et puis tout est comme ça. Non, méfiez-vous. Que chaque personne avant de sortir avec quelqu'un vérifie son identité spirituelle. Parce que les gens mettent la main dans des choses qui ne sont pas bonnes. Ils voient aux enfants des gens, les clients. Tu es avec quelqu'un comme ça que tu crois que non, c'est ton copain ou c'est ton petit ami. Pourtant, il est en train de te voir comme un client. Il réfléchit sur lui comment il va faire pour te vendre, pour avoir ta part d'argent. Bon, je dis aux femmes que soyez ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour à DMJTV, bonjour toute l'équipe DMJTV. C'est ma première fois de raconter une histoire ici, donc je suis un peu stressée. Pour mon histoire, je suis une jeune Gabonaise, je vis au Gabon. Et mon histoire s'est passée de mon village. Voilà, de mon village. C'était en 2022. Donc en 2022, il y avait un couple qui vivait... Bon, on était voisins, il vivait à quelque part de chez nous, à quelque part de notre niveau familial. Donc, c'était un couple. Donc, il y avait le monsieur, la femme et leurs 2 enfants. Par la suite, il y avait aussi le cousin, il y avait aussi le petit frère de la femme. Il y avait aussi le petit frère de la femme. Ils vivaient ensemble, mais le petit frère faisait souvent les tours entre chez leur tante et chez sa grande soeur. Il faisait souvent les tours pour voir sa grande soeur vu qu'elle était en mariage dans un foyer avec le monsieur et leurs 2 enfants. Donc un jour, le monsieur c'était un réparateur de télévision, décodeur canal et tout. Il réparait la télévision et tout. Et sa femme ne faisait il faisait rien et tout. Elle était juste femme au foyer comme ça. Bizarrement, le monsieur là, il n'aimait pas quand sa femme décidait de travailler. Il n'aimait pas lorsque sa femme faisait un petit commerce. Il était toujours derrière la femme. Même quand la femme voulait peut-être vendre à la maison, il refusait. Il voulait que la femme soit juste femme au foyer. Et donc la dame avait compris ça. Elle ne vendait plus, elle ne cherchait plus à travailler. Elle était juste à la maison comme ça. Quelque temps après, la femme tombe enceinte. Elle tombe enceinte, elle subit sa grossesse et tout. Elle accouche. Et après l'accouchement de la dame, le monsieur, vu que c'est un réparateur et tout, il arrange les télévisions et tout. Il y avait une vieille maman qui était allée déposer une télévision chez lui. Et lui, c'était le genre que lorsqu'il arrange, soit il garde la télévision pour lui, soit, s'il veut, il te remet et tout. Même si tu as déjà payé. Donc,
La vieille maman avait donné sa télévision au monsieur pour arranger. Le monsieur a arrangé la télévision, mais il n'est pu aller donner à la maman, ou il n'a pu faire signer à la maman de venir prendre sa télévision. Donc un jour, la maman voyant que ça avait déjà mis le temps, et ça faisait du titre, une vieille maman, une vieille vraiment vieille âgée, de 3e âge là. Donc la maman voyait que sa télévision depuis là, ça ne venait pas. Donc un jour, elle se décide d'aller voir le réparateur en question. Lorsqu'elle part voir le réparateur en question, elle remarque que les enfants, le réparateur et sa femme sont en train de regarder sa télévision. Puis il venait d'arranger, donc la télévision tout marche. On constate que le réparateur, la femme et les enfants regardent sa télévision. Elle a commencé à faire le bruit, faire un tapage et tout. Après, elle a prémédité le monsieur que tu verras ce qui va t'arriver. Le monsieur aussi, au lieu de prendre la télévision et remettre à la maman, rien, il est resté avec la télévision. Chez lui, il a gardé la télévision et tout. Maintenant, peut-être une semaine après ou 2 semaines après, le monsieur tombe malade. Quand le monsieur tombe malade comme ça, c'était pas d'abord grave, il tombe malade, il s'est rétabli, il s'est rétabli, chute, il s'est rétabli. Ensuite, vu que c'était un coup vraiment démuni, le gars n'avait pas, l'homme en question n'avait pas les moyens et la femme ne faisait rien. Ils étaient vraiment démunis. Donc tout le quartier avait cotisé pour le monsieur, pour qu'il aille dans une autre ville se faire soigner. Mais on remarque que les gens, quand il avait voyagé pour aller dans notre ville en question se faire soigner, il y a certaines personnes du quartier ou encore disons de la ville là où on était qui avaient vu le monsieur. Il n'était pas parti se faire soigner à l'hôpital. Le monsieur s'était juste arrêté quelque part et tout en pharmacie là pour les médicaments et il était revenu dans notre ville en fait, dans notre ville chez lui et tout. Bon, le quartier avait dit c'est sa santé. Nous, on a juste cotisé. S'il ne peut pas soigner sa santé, ça ne nous regarde plus. Bref. Ça, la maladie de monsieur a commencé à s'empirer. Et lorsque ça s'empirait, je précise d'abord que le monsieur en question, lui, il pouvait faire une année avec la tenue. Pas il pouvait, il faisait une année avec une tenue. Quand s'il a porté un t-shirt et un pantalon, peut-être un t-shirt bleu et un pantalon noir, il va faire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Jusqu'à ce que le 1er janvier de notre année arrive, après il change de tenue. C'était ça. Donc quand le monsieur tombe malade comme ça s'aggrave et tout. Un jour comme ça, sa maladie était très avancée dans sa maladie. Un jour comme ça, c'était la nuit et tout. Ma grande soeur avait eu les contractions, elle était allée accoucher, on était rentré à la maison et tout. Donc un jour comme ça, c'était un jeudi. Je ne vais jamais oublier la date, là c'était un jeudi. Il vient chez ma mère, vu que c'était lui qui nous arrangeait souvent les compteurs de compte, notre compteur de courant avait souvent un problème, c'est lui qui nous arrangeait souvent et tout. Donc un jour, il vient chez ma mère comme ça, il dit à ma mère, bonjour, je prends un nom d'emprunt, peut-être bonjour madame Rose et tout. Bonjour, ma mère répond bonjour. Il demande à ma mère, est-ce que je peux brancher mon câble à votre compteur juste pour utiliser votre courant pendant quelques jours. Et quand mon compteur de courant, quand le problème de mon compteur de courant sera rétabli, je vais enlever. Ma mère allait accepter. Lorsque ma mère accepte, il vient demander le courant jeudi. Donc jeudi en après-midi, il fait jeudi en après-midi. Vendredi, il passe toute la journée. Samedi, le monsieur décède. L'histoire est tellement longue. Lorsque le monsieur décède comme ça, ils n'ont pas les moyens. C'est une famille vraiment démunie. Ils n'ont pas les moyens et tout. Il meurt samedi. Il meurt de vendredi à samedi. Donc, on avait avec lui, je crois, la nuit de vendredi là et tout. Samedi, les gens sont allés. On l'a juste. Je me rappelle même pas si on avait fait un cercueil. On l'a juste emballé dans les draps comme ça. Bref. Les gens allaient creuser une tombe quelque part et tout. Ils ont creusé une tombe et puis on a enterré le monsieur. C'était tranquille. Il était mort en décembre. Je crois qu'il était mort le 5 décembre 2021, un truc comme ça. Donc quand le monsieur décède en décembre,
Et tout le 5 décembre, et tout, ils avaient la femme, lui avait maintenant un nouveau-né. La femme aussi venait d'accoucher. Donc, quand le monsieur décède en décembre comme ça, la femme passe bien la femme passe après le décès de son mari. Elle a peut-être fait 1 ou 2 semaines, elle était bien portante aussi. Mais je tiens à préciser que pendant que son mari était gravement malade, elle était toujours au chevet de son mari. Elle était toujours là, elle dormait le mari et tout. Par contre, chez nous, on dit toujours que c'est défendu de trop coller la personne lorsqu'elle est malade et tout. C'est pas bon, surtout quand c'est peut-être un parent trop proche, c'est pas bon et tout. Donc, elle collait trop le regard et tout. Quand il était malade, elle le chouchoutait, elle était là à son chevet et tout et tout. Quand le gars décède comme ça, et quand le gars décède, 2 semaines après aussi, je me rappelle, c'était un dimanche, elle quittait l'église avec son nouveau-né et ses 2 autres enfants. Lorsqu'elle quittait l'église comme ça, elle avait mal à la tête, très mal à la tête. Et elle s'était arrêtée, vu que pour arriver chez eux, on passe par chez nous, elle s'était arrêtée chez nous. Elle avait demandé à ma mère si ma mère n'avait pas paracétamol pour calmer les maux de tête. Ma mère avait dit non, je n'ai pas et tout. Ma mère avait dit mais qu'est-ce que tu as? Elle avait dit à ma mère, j'ai la sinusite et j'ai les maux de tête. Ma mère avait dit, je n'ai pas les médicaments de maux de tête, désolée. Elle était descendue chez elle et tout. C'était un dimanche, lundi. 2 semaines après que le mari soit mort, 2 ou 3 semaines après que le mari soit mort. Non, c'était maintenant en janvier. Elle a bien passé ce mois de décembre. Maintenant, en janvier, début janvier, comme ça, là, elle avait maintenant les maux de tête et tout. Elle se plaignait de maux de tête, de sinusite. Le dimanche en question, dans la nuit, elle était malade et tout, ça n'allait pas. Lundi, maintenant, dans la nuit aussi, toute la journée, ça n'allait pas. Dans la nuit aussi, ça n'allait pas et tout. Elle a commencé à faire des crises là-bas. Elle a commencé à piquer des crises et tout. Elle était juste avec son petit frère. Il pouvait avoir 21, 22 ans. Elle piquait des crises. Et donc, tout ça, quand elle piquait ses crises, elle voyait le mari. Et tout. Et je tiens aussi à dire que lorsque son mari était décédé, elle n'avait pratiquement pas fait le levage. Bon, elle a juste même pas si elle avait lavé le corps ou pas, mais les gens disaient qu'elle n'avait pas fait le levage. Bref. Donc, lorsque elle faisait ces crises-là et tout, elle voyait son mari dans la chambre, partout. Elle disait même qu'elle faisait des rapports avec le mari, sachant qu'il était déjà mort et tout, là. On l'emmenait cette même nuit-là, on l'emmenait à l'église. Là-bas, vraiment, la crise était vraiment forte et tout, jusqu'à elle a même giflé le pasteur. Lorsqu'elle a giflé le pasteur, ses parents l'ont pris. Elle est partie maintenant on l'a emmenée chez un autre pasteur là-bas. Ils ont prié, vraiment prié, fatigué et tout. Après, bon, les parents l'ont conduit à l'hôpital parce qu'elle faisait, je crois, une crise, je sais plus trop là. Donc, les parents l'ont emmenée à l'hôpital et vers 4h du matin, la dame est décédée. Lorsqu'elle décède, elle laisse derrière elle 3 enfants. Une fille de 5 ans, un garçon de, je crois, 4 ans et un nouveau-né de 1 mois. C'était chaud. Étant donné qu'ils étaient démunis et elle aussi, elle était orpheline de père et de mère, donc elle n'avait plus personne au monde et tout. Son mari est décédé, donc les enfants sont restés seuls, vraiment seuls. Il n'y avait plus personne et tout. Les gens du quartier sont sortis. Ce sont les gens du quartier qui suivaient maintenant le bébé là et tout. Donc après, bon, les gens ne pouvaient pas rester avec le bébé jusqu'à ils ont remis le bébé, vu que son petit frère était la seule famille qui restait au petit là, au bébé là, et puis les 2 enfants qu'elle avait laissés. Mais néanmoins, ils avaient une tante ou une grand-mère, je crois, dans une autre ville ici. Le lendemain de la mort de la fille, lorsque les gens sont allés creuser sa tombe et tout, ils ont vu un serpent. Pendant qu'ils creusaient sa tombe, ils ont vu un serpent. Ils ont tué le serpent et puis bon, c'est passé. Ils ont enterré la fille et tout. La grand-mère en question qui était dans l'autre ville, elle est venue, elle a pris les enfants, elle est partie avec les enfants. Et puis bon, c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mais non, là, et puis bon, les rumeurs racontaient que le monsieur là et tout,
le réparateur de télévision, les gens racontaient que il sort en vampire avec sa femme et tout. Voici pourquoi lorsque il est mort, la femme n'a pas mis le temps, elle est aussi suivie et tout. Bon, ce que les gens racontaient un peu. Vraiment, l'histoire est longue, je vais m'arrêter par là et tout. Bon, bonne soirée. Likez, partagez et republiez. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.